Alors, on passe aux éditions de l'Antilope, donc, qui ont été fondées par Gilles Rosier avec Anne-Sophie Dreyfus il y a quelques années et qui est spécialisée donc, dans l'édition et donc la traduction aussi de livres ayant trait à la culture juive dans son grand ensemble. Hein. Si tu veux en dire un mot, peut-être Gilles, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et encore une chose, je veux aussi dire que tu es écrivain, voilà, que ton dernier livre, c'est celui-ci, c'est Ni cadeau d'enfance, qui est un excellent livre dont on a parlé dans plusieurs cercles littéraires, dont celui de Lavidzo, et qui est un excellent livre dont on parlera après. Là, on va parler de ce livre-là, Une place à table, qui rejoint donc le thème de Unorthodoxe, mais qui est tout à fait différent et qui est très intéressant. Et en fait, je suis très contente de pouvoir en parler maintenant, parce que ça parle donc aussi de l'auteur, en l'occurrence Joshua Halberstam, qui faisait partie, qui était chassid lui-même, d'une grande famille chassidique, et qui à un moment donné donc s'est intéressé à ce qui se passait autour de lui. Et bon, il y a toute une histoire, mais il a quitté ce monde-là, mais sans rupture totale. Et c'est la grande différence avec ce qu'on lit et ce qu'on voit en général aujourd'hui, et notamment dans cette série Unorthodoxe, où la personne qui était chassid, en fait, qui faisait partie du mouvement chassidique, lorsqu'elle quitte ce monde-là, la rupture est extrêmement brutale et nette. Et là, c'est pas le cas. En fait, il est resté un juif pratiquant. Et ça, c'est un des aspects intéressants. Il y en a plusieurs autres. Gilles, si tu veux bien juste un peu commencer à te présenter, puis peut-être nous raconter le début de comment est-ce que tu es tombé sur ce livre qui a été publié en 2009. Vous l'avez traduit en 2018. Enfin, il a été édité en français en 2018. Et voilà. Donc, Joshua Halberstam, Une place à table. On t'écoute. Oui, je vais dire juste deux mots sur les éditions de l'Antilope. Tu disais qu'on prenait la culture juive dans tous ses aspects. Effectivement, on essaye d'être extrêmement éclectique dans le sujet. D'abord, on publie à la fois des livres écrits en français ou des livres traduits de différentes langues, sachant que la ligne éditoriale de la maison, c'est publier des textes littéraires qui racontent quelque chose de la richesse et des paradoxes de l'existence juive. Voilà. Donc, je précise qu'on ne publie ni de philosophie juive ni de pensée juive. On publie principalement de la fiction ou de ce qu'on appelle la narrative non-fiction, c'est-à-dire non-fiction narrative. Mais on ne rentre pas du tout dans les registres comme d'autres éditeurs, comme les éditions de l'Éclat, de philosophie ou de pensée juive, ou alors les éditions Verdier. Donc, ce livre, effectivement, Joshua Halberstam est un des descendants, un des multiples descendants d'une grande famille chassidique, qui est la famille Halberstam. L'auteur, qui est un homme absolument charmant, un New-Yorkais, juif new-yorkais assez typique, nous racontait que dans certains milieux, quand il dit qu'il s'appelle Halberstam, c'est comme si dans d'autres milieux, il disait qu'il s'appelait Windsor, quoi. Et il nous racontait qu'au dernier mariage... Tu peux nous raconter de quel mouvement chassidique il était? Est-ce que c'était les Gours? Alors, en fait, la famille des Halberstam, ils ont leur haute main sur les chassidim de Bobov, les Bobov chassidim. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a eu une scission entre deux frères, je crois, qui ont considéré qu'ils étaient, chacun a considéré qu'il était le légitime. Donc, en fait, le chassidisme de Bobov, à l'heure actuelle, est scindé en deux par deux frères qui ont considéré qu'ils étaient le digne héritier du précédent rabbi, puisque le statut de rabbi est transmis de manière héréditaire, en général au fils aîné, ou alors au fils désigné par le père. Mais là, comme il y avait... enfin bon, ils ont tous les deux... C'est assez fréquent, en fait. Je crois que chez les Satmar aussi, à l'heure actuelle, il y a un conflit entre deux frères qui s'est considéré chacun comme légitime. Donc, Joshua Halberstam nous racontait, pour vous donner... Déjà, il a épousé elle. Donc, lui, il n'est plus chassidique, il est même plus tellement pratiquant, juif pratiquant. Il a épousé une femme, ce qui est assez intéressant, qui vient d'une famille religieuse non chassidique, donc une famille de mitnagdim, d'ultra-orthodoxes non chassidiques, et qui, elle non plus, elle aussi est sortie de l'orthodoxie. Et à eux deux, ils ont 350 neveux et nièces. Voilà. Donc, et ils nous ont dit que la dernière fois qu'ils sont allés à un mariage dans la famille, donc un mariage quand même d'un fils de rabbi prestigieux, il y avait 20 000 personnes. Pour vous donner un petit peu le contexte. 20 000 personnes. 20 000 personnes, lui était le seul qui n'était pas en caftan, en chapeau et en papillote.
Ouais. Donc, Alors, c'est un petit peu le contexte. Et bien, donc, l'histoire, le héros s'appelle Elisha, c'est le fils d'un homme très pieux, enfin, le petit-fils d'un rabbin prestigieux. Et Elisha a émis le désir, en plus de la yeshiva, d'aller étudier à l'université. Et son père, qui est plutôt relativement ouvert dans ce milieu, accepte. Et à l'université, il fait connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Katrina, qui n'est pas juive, qui vient du Midwest américain, plutôt d'une famille assez plouque, disons. Et elle ne l'étend pas du tout, mais en tout cas, son père est assez brut de fonderie, Midwest, ouais. dirons-nous. Et au début, il y a une grande amitié entre eux, puis un amour. Et ce qui est remarquable dans ce livre, c'est la raison pour laquelle on l'a publié, parce que des livres de la sortie du chassidisme ou des films dans les 15-20 dernières années, il y en a eu énormément. Des témoignages de gens qui disaient combien ils avaient souffert et combien ils s'étaient libérés et combien la vie à l'extérieur était difficile dans la mesure où leur famille les avait reniés, etc. Et puis surtout dans la mesure où ils n'avaient aucun repère dans le monde classique, disons, dans le grand monde. Ils n'avaient que des repères chassidiques. Ils Oui. n'étaient jamais allés à l'école, jamais allés à l'université, ils n'avaient aucune notion de mathématiques, etc. Donc il y a eu beaucoup de témoignages de ce genre. Ce qui est remarquable dans ce roman, qui est très autobiographique, c'est que le héros a très envie de découvrir un autre monde que le monde chassidique, de ne pas rester, comme on dit dans la tradition juive, dans les quatre coudées du judaïsme, mais en même temps, il est extrêmement attaché au message philosophique et mystique du chassidisme, et qui passe notamment par les contes chassidiques, comme on le sait. Et du coup, il est un peu tiraillé entre les deux. Il voudrait avoir, certains diraient le beurre et l'argent du beurre. Il voudrait en tout cas mener une vie un petit peu plus classique, mais tout en gardant les valeurs qui l'ont été inculquées. Alors, moi, si je peux juste t'interrompre, l'enfance, la jeunesse de Joshua Halberstam se passe dans les années 60-70. Hein, on comprend qu'il est né après la guerre et ça se passe dans les années 70. Donc, le milieu des chassidim de New York est très différent de celui que l'on peut connaître ou percevoir aujourd'hui parce que c'est vraiment des Shoah, des survivants de la Shoah pour la plupart, qui ont quitté l'Europe, qui ont eu encore une enfance, une jeunesse en Europe, enfin, et qui sont des survivants. Donc l'Europe, en fait, est très présente même dans tout ce qu'il raconte. Hein. Il y a des tas de scènes aujourd'hui presque surréalistes, en fait, puisqu'il a sa grand-mère qui a survécu, qui était d'une grande famille chassidique aussi de Prague, et chez qui allait Kafka, par exemple. Donc sa grand-mère avait croisé Kafka à Prague. Oh, c'est facile. Ah, bon. Voilà, donc... Mais je ne sais pas s'il est coupé ou pas. Mais ben, juste, essaie de parler et ça ira très bien. Voilà, il faut arrêter. Pas comme s'il était coupé. Voilà, non, ça y est, je suis en train de tout fermer là. Oui, mais c'est grâce à toi. Non, non, mais on se tait là. Il y a Galaxy là qui arrête. Est-ce que c'est Galaxy qui parle là? Il faut arrêter, parce que Galaxy, je ne peux pas le faire pour moi. Oui. 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 Attends, je me donne. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de parler et je n'arrive pas à le faire taire. Donc arrêtez de parler. Nous, on vous entend, ok? Je m'excuse de jouer à la maîtresse là, c'est ridicule. Oui, c'est Asos. Merci. À bientôt. Au revoir. C'est pas vrai là. Oui. Voilà. Bon, allez, on continue. Gilles, on continue. Donc, je disais donc que la période historique était très intéressante parce que c'était celle de l'après-guerre. Et en fait, dans tout le livre, moi, il me semble que c'était des milieux qui étaient plus ouverts qu'aujourd'hui.
que le fils, dans l'histoire, ait pu faire des études à l'université, que son père était d'accord, c'est assez. Aujourd'hui, je suis pas sûre que ce serait possible en fait. Voilà. Alors, effectivement, on constate dans les milieux chassidiques, là on va s'éloigner un peu du roman et plus parler Ouais. du monde chassidique. Alors déjà, il faut faire une séparation importante. Il y a deux types de chassidim. Il y a les chassidim marketing et les autres. Donc, dans les chassidim marketing, il y a deux sectes, enfin deux cours chassidiques. Ce sont les Lubavitch, qui, en fait, l'action du chassidisme de Lubavitch depuis 30-40 ans, le dernier rabbi de Lubavitch, Menachem Mendel, il s'appelait, c'est ça, Schneersohn, il avait fait une synthèse entre le marketing à l'américaine et le chassidisme. Et donc, en fait... Donc, alors, juste, parce que dans son expression, d'abord, ses propos engagent toi-même, n'est-ce pas est-ce qu'il y a quelque chose de péjoratif dans le côté marketing? Bon, mais là où ça, c'est une réalité factuelle. Hein, c'est clair que Ah non, mais pas du tout. Il a eu une politique, enfin, c'est pas une opinion, c'est une analyse. Oui. Il a eu une politique qui est la même que celle de McDonald's ou que Coca-Cola, c'est-à-dire qu'on trouve des McDonald's partout dans le monde, on trouve Coca-Cola partout dans le monde, et on trouve des Bet Rabad partout dans le monde. Donc c'était vraiment une démarche conquérante qui s'adressait aux Juifs, bien entendu, pas au monde entier. La deuxième cour chassidique qui a connu une énorme évolution à l'extérieur de son monde, quoi, enfin des descendants, disons, ça a été le chassidisme de Bratslav. Alors là, c'est exactement l'inverse géographiquement, c'est-à-dire que le chassidisme de Bratslav à l'heure actuelle, qui n'a pas de rabbi, puisque Rabbi Nachman de Bratslav est mort sans descendant, et c'est une cour qui n'a plus de rabbi à partir de là. En fait, ils ont fait, à la période contemporaine, on fait la synthèse entre la spiritualité indienne et le judaïsme, c'est-à-dire que la mantra, enfin, Na, Nach, Nachman, Miuman, c'est vraiment une mantra au même titre qu'en Inde, enfin dans l'hindouisme, ou dans le bouddhisme, moi je ne suis pas très spécialiste, mais il y a des mantras. Donc en fait, mais ce sont en tout cas les deux cours chassidiques qui ont fait du prosélytisme. Les autres ne sont absolument pas prosélytes, c'est-à-dire que les Bobov ne sont pas prosélytes. Il y a des gens qui adhèrent à ces cours chassidiques, mais en tout cas, elles ne sont pas conquérantes. Elles s'occupent de leurs enfants, de leurs petits-enfants, mais pas tellement des autres. Et donc, en revanche, sur les enfants et les petits-enfants, elles se sont vraiment... Il y a quelque chose qui s'est cristallisé de plus en plus. Et effectivement, à l'heure actuelle, ce sont des milieux qui sont extrêmement fermés. Ce qui n'était pas le cas dans l'après-guerre ou même dans l'avant-guerre. À Varsovie, entre les deux guerres, il y avait notamment un critique littéraire qui s'appelait Hillel Zeitlin, qui était le père d'un poète yiddish qui s'appelait Aaron Zeitlin. Et Hillel Zeitlin, c'était à la fois un des grands chroniqueurs littéraires d'un des grands journaux de yiddish de Varsovie qui s'appelait Le Moment, et à la fois un juif chassidique. Donc on pouvait lire de la littérature profane à l'époque et aller prier dans une synagogue chassidique et aller voir son rabbi, etc. etc. À l'heure actuelle, la littérature profane est strictement interdite dans les familles chassidiques et on sent qu'il y a cette société se referme sur elle-même et elle se referme de plus en plus, notamment depuis l'arrivée d'Internet et de médias, parce que c'est une société qui se sent en danger, parce qu'elle sent bien, notamment comme c'est une société qui est très présente aux États-Unis, la société américaine, enfin le soft power américain, il réussit à grignoter partout dans le monde, y compris dans la culture française, mais la minorité chassidique à New York, elle lutte pour garder son identité. Et c'est une lutte qui mène à vraiment des positions extrêmement radicales. Et c'est ce qu'on voit en fait dans Unorthodox, qu'on voit beaucoup moins dans Une place à table, parce qu'effectivement, ça se passe 30 ans avant. Et vraisemblablement aussi parce que le père du héros est un homme particulièrement fin et intelligent.
Oui, tout à fait, et cultivé. Alors, il y a certainement là-dedans le rôle de la guerre, hein, de la Shoah, c'est aussi une conséquence en fait. Je veux dire, ça a eu un rôle majeur, enfin plus que majeur, déterminant pour la suite en fait. Et que dans l'immédiat, ce qu'on comprend dans le livre, c'est que dans l'immédiat après-guerre, dans les années 50, 60, il y avait encore quelque chose d'ailleurs qu'on voit aussi dans Un orthodoxe. On le voit aussi dans Un orthodoxe parce qu'il y a la grand-mère de l'héroïne, de Esti. Sa grand-mère écoute de la musique classique, elle écoute de l'opéra, elle adore ça, ça lui rappelle son enfance. Je crois que je ne sais plus si c'était à Berlin ou en tout cas c'était en Europe. Et elle l'écoute en cachette aujourd'hui. Et c'est grâce à sa grand-mère, en fait, qui écoute en cachette de la musique que Esti a envie de faire du piano, est sensible à la musique. Donc il y a quelque chose de la culture européenne qui passait avant-guerre, est encore passé dans ces années-là, 60, dans les années 60-70, qui peut-être maintenant, on n'en tient plus compte, puisqu'il n'y a plus que la culture biblique, enfin de la Torah et de ses commentaires. Et puis même en termes, là je suis en train de traduire un livre de l'hébreu pour les éditions Antilope qui parle de Varsovie entre les deux guerres, et notamment il y a un chapitre sur l'éducation des enfants, et il dit que le parti, enfin le mouvement Agudat Israël, qui est donc né en Pologne à l'époque, enfin en Europe centrale à l'époque, qui était un parti religieux, tu peux rappeler, parti religieux et principalement constitué ce qu'on appelle maintenant des ultra-orthodoxes. À l'époque, on les appelait des orthodoxes. Eh bien, les directives éducatives dans les institutions scolaires de l'Agudat Israël n'étaient pas très différentes des directives, enfin, c'est-à-dire elles étaient inspirées par Kortchak, elles n'étaient pas très différentes des directives des partis sionistes généraux ou du parti bundiste, c'est-à-dire l'attention aux enfants, le travail en groupe, etc. Et c'est quelque chose qui a totalement disparu, évidemment, dans les institutions orthodoxes de nos jours, quoi. Mais, et qui pose en l'occurrence des gros problèmes, comme on le voit aujourd'hui, alors en particulier aujourd'hui en Israël. Enfin, je ne veux pas faire, là on digresse, je ne vais pas trop sortir du sujet, mais bon, on sait qu'avec ce qui se passe actuellement, l'épidémie du coronavirus, en Israël, il y a eu des tas de problèmes pour faire obéir les ultra-orthodoxes, donc la frange ultra-orthodoxe de la société, qui se rebellaient contre les directives du gouvernement, les directives de barrières sanitaires, enfin sociales, érigées par le gouvernement. Et en fait, finalement, lorsque dans ce cursus, dans leur cursus éducatif, on n'étudie pas ou très peu ou quasiment pas du tout la biologie et la chimie, enfin toute une partie des sciences, finalement c'est pas étonnant après qu'il y ait une impossibilité à appréhender en fait une certaine réalité, peut-être. Enfin, peut-être, hein, remarque, je pose un peu une question. Mais bon, on s'écarte du sujet. En tout cas, le livre de Joshua Halberstam, ce qui est extrêmement plaisant, c'est toute l'empathie qu'il peut avoir, à la fois la curiosité pour le monde général et en même temps la tendresse qu'il garde pour son éducation, pour les contes racidiques. Bon, alors, il faut dire une chose, c'est que… Alors exactement, c'est le sujet, juste une chose, c'est le sujet dont je voudrais parler là maintenant, c'est la place, parce que en cela, le livre est vraiment très, très agréable à lire, c'est la place du conte racidique pour lui, voilà. Et alors aussi parce que… Voilà. Ce que je voulais dire justement à ce sujet, c'est que le père de l'auteur, donc le père de Joshua Halberstam, qui n'était pas, enfin, il avait le titre de rabbin, mais il n'était pas rabbin de communauté. En fait, son métier, c'était de raconter des contes racidiques à la radio en yiddish et d'écrire, de les transcrire pour la presse yiddish de New York. Donc, en fait, le père de Joshua Halberstam, c'était le grand spécialiste des contes racidiques. Et d'ailleurs, Joshua Halberstam, dans le livre, chaque conte prend 7, 8, 9 pages, quoi. Enfin, ils sont très longs, les contes. Ouais, et d'ailleurs, il nous disait, mais quand on lit les contes racidiques, les célébrations racidiques de Elie Wiesel ou Martin Buber, etc., c'est des choses assez courtes. Il dit, mais un conte racidique dans une famille racidique, ça dure tout le repas.
c'est extrêmement long. Et puis, il y a des arabesques, ça repart, il y a des mises en abîme, etc. Et donc, c'est aussi ce qu'il a voulu transcrire dans ce livre, c'est-à-dire que les 3-4 contes, qui sont des contes assez connus, hein, qui retranscrit, ils sont extrêmement longs et extrêmement riches. Et ça aussi, c'est très plaisant, je trouve, dans ce livre. Alors effectivement, et bon, on pourrait. Alors il y a des contes en entier hein, dans le livre, et il y a aussi chaque chapitre. Là au niveau édition, c'est très sympa. C'est chaque chapitre commence par 2 lignes, enfin par une citation chaque fois d'un rabbin chassidique. Est-ce que Oui. vous avez fait, bon, par exemple, il y a celui qui oui, alors bon, il y en a plein. Alors, chaque fois, c'est signé. Hein. Perdre de l'argent, c'est ne rien perdre. Perdre courage, c'est tout perdre. Ça, c'est le Rebbe Simcha Bunim. L'homme a reçu l'imagination pour compenser ce qu'il n'est pas et le sens de l'humour peut le consoler de ce qu'il est. Alors, il y a écrit de manière prudente les chassidim, entre autres. C'est vrai que c'est un proverbe qu'on entend beaucoup. Le cœur d'un homme doit être profond comme son esprit. Rebbe Simcha de Presqu'île. Ah, ça, j'aime bien aussi, de Abraham Joshua Heschel. Quand j'étais jeune, j'admirais les gens intelligents. Maintenant que je suis vieux, j'admire les gens qui ont bon cœur. Est-ce que ça, c'est vous, les éditeurs, qui avez choisi de mettre en exergue comme ça chaque fois un petit proverbe chassidique? Ah non, pas du tout. Nous sommes extrêmement fidèles à l'auteur. Donc, Ah oui, c'était d'accord, dans c'est l'auteur. l'original en anglais. Oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il est devenu, cet auteur? Il est professeur à Columbia, c'est ça? Oui, alors il est professeur de philosophie ou de sociologie, si j'ai bon souvenir. Et c'est vraiment, lui et son épouse, c'est vraiment des juifs new-yorkais typiques, c'est-à-dire intellectuels, avec des petites lunettes, etc., un peu à la Woody Allen, moins excentriques que Woody Allen. Et c'est vraiment, en plus des gens qui sont extrêmement, ce type d'Américains que personnellement j'adore, c'est-à-dire qui ont aussi un pied en Europe. Ah, C'est-à-dire c'est que ça. enfin, ils sont un peu sur les 2 continents, quoi. Et quand on leur parle de choses européennes, ils savent de quoi on parle, quoi. Contrairement à d'autres Américains qui ne savent même pas que Belgique n'est pas la capitale de la France, quoi. Et donc, oui, il a effectivement, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais coupé Voilà, c'est ça. C'est ça ce qui avec est. sa famille. C'est ça. C'est ça ce qui est intéressant. Alors de ce point de vue-là, un orthodoxe n'est pas terminé en fait, puisque c'est une mini-série. Il va certainement y avoir une deuxième partie, enfin, et d'autres. Dans un orthodoxe, la jeune fille fait partie des Satmar. Alors l'histoire des Satmar, Oui. elle est aussi particulière en fait, puisque il y a aussi le fait que c'était des mouvements chassidiques qui ont disparu, qui ont été exterminés aux 3/4 pendant la guerre. Et donc, après-guerre, peut-être aussi, le but était vraiment de se régénérer et d'assurer une continuité. Mais c'est le cas de toutes les cours chassidiques, hein. Les chassidim ont été les victimes des victimes parmi les juifs, hein, parce qu'ils d'abord ils étaient beaucoup plus reconnaissables, ils étaient Ouais. enfin, beaucoup moins enclins à se sauver en mangeant autre chose que des choses strictement cachères, etc. Donc ça a vraiment été les grandes victimes de l'anéantissement. Donc, que ce soit des Bobov ou des Satmar, simplement la différence entre Bobov et Satmar, c'est que Satmar, c'est une cour chassidique de Hongrie, alors que les autres sont plutôt soit de Galicie, de Pologne ou éventuellement de Lituanie. Donc, c'est du chassidisme hongrois, les Satmar. Et il y a une histoire très particulière sur le sauvetage du Rebbe des Satmar, Yoel Teitelbaum, que tu connais certainement, qui a fait partie du train Katzner. Oui, non, ça, je ne savais pas qu'il avait fait Ah, partie. tu savais pas? Excuse-moi, excuse-moi. C'est en fait raconté dans un livre de Aude Markovitch, D'accord. ouais, qui est aussi un excellent livre, un peu, qui parle aussi un peu de tous ces sujets-là. Donc, écoute, alors merci beaucoup déjà, mais je voudrais un peu continuer avec les cadeaux d'enfance parce qu'il faut quand même parler de ton dernier livre. Alors, on va complètement changer de sujet. Donc, moi, je vous recommande vraiment chaudement Une place à table, qui est très agréable à lire, et qui est plein d'érudition et de tendresse. Voilà, c'est ça sur quoi je voudrais insister. Ça permet de mieux comprendre ce milieu chassidique que pour certains d'entre nous, on peut côtoyer, enfin, quand on va en Israël ou
aux États-Unis, parce qu'il n'y en a pas en France, en fait. Hein, ces milieux-là, en France, Oui. voilà, on ne les connaît pas. Mais lorsqu'on voyage, on peut les côtoyer. Et bon, c'est des mondes assez fascinants parce que… Ce que j'aime bien notamment, c'est la relation charnelle entre le héros, enfin entre Elisha et Katrina. C'est-à-dire que la séduction, Elisha, il ne sait absolument pas comment faire, parce qu'évidemment, dans les milieux chassidiques, le mariage est un mariage arrangé, on n'a pas besoin de séduire. Tandis que là, la séduction par le corps, etc., c'est quelque chose, il est totalement emprunté, et c'est très bien décrit. Oui, c'est très bien décrit, exact. D'ailleurs, attends, j'avais noté, où est-ce que j'ai noté ça je m'excuse juste, Mimi, parce que voilà, c'est dans, il y avait, bon, il y avait effectivement une citation. Enfin bon, je ne sais plus où c'était, mais effectivement, c'est très bien décrit sur le désir, la culpabilité, l'enthousiasme, la peur. Voilà, il y a le rapport au père aussi, puisqu'il ne veut pas le blesser. Puis en fait, on voit que chacun fait des efforts pour qu'il n'y ait pas de rupture, mais au final, il faut quand même que lui vive sa vie. Puis à un moment donné, il dit à son père, mes limites ne sont pas les tiennes, il faut que tu le comprennes. Et alors le père lui dit, bon, bah, alors c'est plus la peine que tu sois là. Il va également couper ses papillotes, ses paillasses. Donc il y a toute une évolution comme ça, très physique en fait, hein, par rapport à lui-même et par rapport à sa famille, qui est très intéressante et très très bien décrite. Voilà. En plus de… Ce que j'aime bien aussi, c'est quand le père rencontre Katrina, donc la chérie de son fils, Ouais. il lui dit après, tu sais, cette jeune fille, elle est formidable. Et c'est ça le problème. Si elle n'était pas formidable, j'aurais pas peur, quoi. Mais elle est vraiment formidable. Exactement. Non, c'est très fin. C'est extrêmement fin et voilà, extrêmement fin et encore une fois très, très agréable. Est-ce que quelqu'un a une question là-dessus, peut-être? Alors, vous pouvez ou bien faire un coucou ou bien m'écrire sur la petite bulle conversée qui est en bas. Et je traduis vos questions. Non, est-ce qu'il y a des questions? Donc, il n'y en a pas. Je rouvre le micro. Je rouvre les micros. Est-ce que je rouvre les micros? J'ai peur. Ah, à la fois. Les fermer. Voilà, Ouais. Sylvie a une question. Il faut lui rouvrir le micro. Sylvie a une question. Alors, elle est où, Sylvie? Attends, une seconde. iPhone de Sylvie. C'est elle. Voilà, j'active. Voilà, allez-y, Sylvie, on vous écoute. Merci. Oui. Est-ce qu'on peut télécharger ce livre actuellement? Oui, bien sûr. Si vous avez une plateforme de téléchargement habituelle, Oui. Oui. vous allez dessus et vous tapez Une place à table ou Joshua Halberstam. Bien sûr, tous nos livres sont en format électronique également. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, merci. Une autre question chez… Bon, allez, je vais rétablir le son. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bon, écoute, apparemment non. Très sage. Ouais, ok, c'est très sage. Alors, Anna, est-ce que tu as une question? Non, je n'arrive plus. Je voudrais aller retrouver le livre que j'ai lu et qui est sur le même thème et qui est paru il y a 2 ans ou 3 ans. Et je peux le chercher, je l'ai. Shulamdin, est-ce que c'était Shulamdin, celui qui va vers elle ne revient pas? C'est ça, c'est celui-là. Ouais, bon, qui est effectivement un livre alors qui a fait beaucoup de bruit. Hein. Alors, le livre de Shulamdin, c'est un livre magnifique. Pour tout vous dire, nous, on voulait le publier aux éditions d'Antilope. On a fait une offre à l'éditeur américain. Et on s'est fait brûler sur le poteau par les éditions du Globe. Voilà. Mais on est quasiment en train de conclure, quoi. Et c'est à la suite de cette frustration que j'avais très envie de publier quelque chose sur le chassidisme new-yorkais que j'ai cherché et on a trouvé le livre de Joshua Halberstam. Mais en fait, le livre de Shulamdin, il est très à charge quand même. Exact. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu un kherem, qui a été vraiment expulsé de sa communauté, alors que lui n'en avait pas vraiment le désir. Alors il dit effectivement qu'il a perdu la foi, etc., mais il n'en avait pas vraiment le désir. Et après, il décrit toute la descente aux enfers qui a été, on lui a confisqué ses enfants. Enfin, c'est décrit de manière extrêmement fine, mais c'est très à charge contre un milieu chassidique particulièrement fermé. Ce qui n'est pas le cas du livre de Joshua Halberstam.
Alors, oui, exact, mais le mouvement dans lequel était Shulam Din, il était vraiment gratiné, quoi, extrêmement fermé. Oui, Hein. C'était, oui. Et il dit lui-même que c'est un des milieux chassidiques les plus fermés. ouais, les plus fermés. Les verts chassidim. Ouais. À un moment donné, dans le livre, il parle d'un chassid rationnel et que d'après lui, c'est un oxymore. Est-ce que tu en penses quoi? Alors, Un chassid rationnel. Oui, c'est vrai que c'est sûr que la mystique chassidique n'a rien de rationnel. C'est au contraire, ou dans l'association d'idées, le rêve, au contraire. Alors Myriam Selam demande si on peut préciser le nom du livre et de l'auteur. Donc c'est Une place à table de Joshua Halberstam. Je vais vous l'écrire. Voilà. Une place à table de Joshua Halberstam aux éditions L'Antilope. Est-ce que c'est son seul livre ou est-ce qu'il y en a un autre en cours? Est-ce que vous allez le traduire? Alors, il a écrit d'autres livres théoriques de sociologie qui ne sont pas des fictions. En revanche, il a publié des choix de contes chassidiques que son père récitait à la radio. Il les a traduits du yiddish en anglais, il les a publiés. Et on se demande si on ne va pas les publier. Si ce n'est que, bon, lui, comme il les a traduits en anglais, nous, on les ferait traduire ou on les traduirait directement du yiddish, parce qu'on ne va pas faire une retraduction de traduction. Et puis, je sais qu'il travaille sur un autre texte en ce moment. En fait, il s'intéresse beaucoup. Il a quelqu'un de sa famille éloignée, qui est, son nom m'échappe à l'instant, qui était un des espions israéliens à la solde de l'Union soviétique, qui a passé une grande partie de sa vie en prison. Marcus. Voilà. C'est aussi le grand-père de Jan Brossa. Jan Brossa, c'est ça, oui. Le politicien communiste. Voilà, c'est ça. Et j'ai oublié le nom son nom m'échappe. Et il s'intéresse beaucoup à ce personnage et je crois qu'il est en train d'écrire quelque chose là-dessus. D'accord. Ok. Parce que cet ex-espion soviétique, enfin israélien à la solde de l'Union soviétique, il était aussi descendant de cette grande famille chassidique. Ouais, ce qui n'est pas très compliqué, parce que comme c'est des familles dans lesquelles il y a 15 enfants, ça va vite, il y a beaucoup de descendants en fait. Donc ils ont plus de chances d'avoir, c'est ça, des rejetons au parcours, voilà. des parcours exceptionnels. C'est comme les gens qui disent je descends de Rachi, bon, c'est pas un mérite particulier, il y a certainement énormément de descendants de Rachi. Non, effectivement. Donc celui dont on vient de parler, Myriam Selam, est-ce que vous parlez de Mikado d'enfance ou Non, je ne sais pas. Ok. Juste pour en revenir aussi en fait sur place à table, le héros, enfin Elisha, étudie l'anthropologie, les sciences humaines en fait à l'université. Et ce qui le frappe, et lorsque la première, s'il vous plaît. Il faut recouper le sifflet à Sylvie parce qu'elle reçoit que... Désolée. Ouais. Ah oui. Voilà. Il faut que tu lui recoupes le sifflet. Voilà. Désolée. Voilà. Et c'est en fait la première fois qu'il se rend sur un campus, donc à Columbia University. Donc il est frappé par la majesté, le caractère presque sacré des imposants bâtiments. Plus surprenant, les étudiants semblaient sérieux et réfléchis, bien loin de la jeunesse frivole, rendue folle par le sexe et la drogue contre laquelle on l'avait mis en garde à la yeshiva dans son milieu. Mais malgré tout, Elisha, donc le héros, a trouvé l'expérience dérangeante. Alors, pourquoi ? C'était le contenu du cours qui le mettait mal à l'aise. Il n'avait jamais entendu la Bible expliquée grâce à la mythologie sumérienne et à des textes traduits de l'ougaritique, du syriaque et autres langues sémitiques. Il se sentait déboussolé. Voilà, donc en fait, c'est la particularité aussi, c'est qu'il s'intéresse donc en fait, à l'histoire et que donc ça lui permet d'avoir... Enfin, il entend une autre approche et une autre vision finalement des textes bibliques qui est à travers l'anthropologie et la science.
Voilà, et c'est ce qui le dérange et c'est ce qui fait aussi peut-être qu'il va garder, c'est parce qu'il va étudier comme la Bible il va avoir une autre vision de la Bible et c'est ce qui fait qu'il ne va pas être en rupture totale peut-être avec son milieu et ce que lui-même a appris jusqu'à présent, quoi, en fait. Ça le surprend plus que ça le dérange, je dirais, parce que c'est une autre approche qui effectivement, ça symbolise assez bien le gap qu'il peut y avoir entre notre monde, disons, et le monde racidique. Oui, entre le monde rationnel, effectivement, et scientifique, etc. Et voilà, ok. Allez, quelques mots sur Mikado d'enfance. Quelques mots sur Mikado. Là, on change de monde. Alors, on change totalement de monde. On peut-être juste parce que, je ne sais pas si elle est là, j'ai pas vu son... J'ai une de mes amies qui... alors, il y a encore quelqu'un, c'est Myriam, celui que... Ah non, alors Myriam Selem qui me dit, elle aurait voulu celui que n'a pu... Bon, j'ai répondu. Et donc, tu as répondu, voilà, ok. Bon, Mikado d'enfance, peut-être juste pour dire donc, que c'est le dernier livre, enfin c'est ton dernier livre, qu'il est autobiographique, que c'est un livre qui a eu un succès vraiment mérité et que j'ai particulièrement apprécié, qui se lit très vite. Merci. Juste sur un petit angle, peut-être. C'est que, donc, il s'agit d'une lettre écrite. Bon, c'est toi qui vas peut-être le dire, hein, écrite par l'auteur lorsqu'il était collégien, non, pas par l'auteur d'ailleurs, écrit par un groupe de copains, l'auteur participe, l'auteur c'est toi, donc tu as 12 ans je crois, et tu participes à cette lettre uniquement en aidant, en donnant l'adresse d'un professeur, enfin de votre professeur de géo. D'anglais, professeur d'anglais, qui est juif, et c'est une lettre un peu d'insulte, une lettre un peu potage comme ça, enfin d'insulte antisémite quand même. Et qu'est-ce que cette lettre comment est-ce que cette lettre en fait a pris place finalement dans ton schéma personnel identitaire en fait, c'est ça, hein. Comment est-ce que tu as pu participer à cette lettre qui était une lettre antisémite, enfin participer à ce groupe de copains, même un peu de loin, même pour faire un peu le malin, sans te rendre compte exactement de quoi il s'agissait, puisque c'était une lettre antisémite et puis voilà, et finalement ça a contribué à te faire prendre conscience de ton identité juive. Tu confirmes? Presque, ouais. Presque. Bon, c'est forcément, c'est pas voilà. Mais je suis pas tout à fait sûr que ça ait contribué à me faire prendre conscience de mon identité juive. Ça a contribué à me faire prendre conscience du fait que il y avait un symptôme à la fois dans ma famille et à la fois dans la France. Voilà. Des années, pareil, la fin des années 70. C'est-à-dire que quand ma mère dit devant le conseil de discipline comment voulez-vous que mon fils soit antisémite, mon père a été assassiné à Auschwitz, ça résume un peu quoi, ce symptôme. Comment est-ce que le petit-fils d'un assassiné à Auschwitz pouvait contribuer sans vraiment savoir, mais en sachant quand même un tout petit peu, etc., à l'envoi d'une lettre antisémite à un professeur juif. Ok, ouais. Alors, bon, c'est effectivement, bon, il y a plein de thèmes, mais c'est peut-être en fait je me dis, c'est peut-être un autre, quelle heure il est là? Il est 16h50, sachant qu'on doit terminer dans 5 minutes. On va peut-être... je ne vais peut-être pas continuer. Parce que, garder ça pour une autre fois. Ouais, ouais, on va peut-être garder ça plutôt pour une autre fois. Alors, on a encore du temps, on va être confiné pendant 1 mois au moins encore. C'est dramatique. Mais effectivement. Bon, vaut peut-être mieux. Bon, je ne regrette pas d'en avoir parlé parce que c'est le dernier livre publié par l'Antilope. Non, il y en a pas tout à fait. Depuis, il y a eu Secret de Polichinelle, un polar israélien de Jonathan Segev. De Jonathan Segev, que j'ai aussi d'ailleurs, quelque part dans ma bibliothèque. Et bon, mais c'est pas grave, c'est le dernier, le tien. Voilà, comme ça on parle de toi. Voilà, tu le mérites aussi. Qui est un traducteur du yiddish, ça j'ai oublié de le dire. Gilles Rosier a été traduit du yiddish et de l'hébreu. Voilà. Et de l'anglais quand c'est nécessaire. Non, absolument. Ouais. En fait, c'était un petit peu un couteau suisse, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Donc, donc, on va rester dans l'univers de Joshua Halberstam, qui a été édité il y a 2 ans. Et alors, si j'ai une dernière question, vraiment un dernier truc, parce que c'est quelque chose, vraiment, je me demande, j'ai entendu
la série Unorthodox, donc on en parle dans tous les médias mainstream, hein, dans beaucoup de médias mainstream, etc. Sur France Culture, sur France Inter, ils ont beaucoup aimé, etc. Voilà. Lorsque Shulamdin, le livre Celui qui va vers elle ne revient pas, était sorti, pareil, on en avait parlé, il avait eu une excellente critique dans tous les médias. Mais qu'est-ce qui fait que ce thème-là, enfin, parle à tellement de gens? Tu vois, enfin, comment ça se fait que ce thème-là plaît à beaucoup de gens, non juifs évidemment, enfin juifs aussi et non juifs. Alors, Je pense que d'abord, parce que le livre de Joshua Halberstam, il n'a pas eu le même succès que celui de Shulamdin. Alors, il est aussi parce qu'il est moins extrême. Et Unorthodox, c'est quand même assez extrême comme scénario. Et donc, ce qui fascine chez les gens, c'est la distance qu'il peut y avoir. Enfin, c'est assez fascinant quand même, le monde chassidique. C'est tellement décalé par rapport à notre monde. Donc, je pense que c'est ça qui fascine les gens. Mais ils préfèrent quand ce monde-là est dénoncé, disons. Parce que sinon, ce sont des règles tellement différentes des nôtres que si on dit regardez comme c'est bien d'une certaine manière, enfin si on en souligne les qualités, c'est perturbant aussi d'une certaine manière. ouais. C'est vrai. C'est perturbant parce que la place de la femme n'est absolument pas la place de la femme. Enfin, à l'époque voilà, de l'égalité entre les hommes et les femmes, eh bien, Et de la liberté individuelle. De la liberté individuelle, absolument, de l'être qui doit s'épanouir par lui-même, etc., etc. C'est totalement à contre-courant de notre société contemporaine. Donc, un livre qui en ferait, ou une série qui en ferait le panégyrique, ça, c'est pas possible, quoi. Donc ça intéresse les gens, ça intrigue les gens, mais à condition que ce soit quand même un peu stigmatisé. Oui, alors tout à fait. Alors, un dernier mot sur la série. Or, je voudrais juste rajouter quelque chose. Moi, j'ai une cousine en Israël qui est psychologue pour la mairie de Jérusalem et qui, bon, comme dans toute administration, un jour a été envoyée comme psychologue de la mairie dans un quartier chassidique. Et elle est juive traditionnaliste, mais plutôt conservative. Donc, évidemment, le gap culturel était énorme. Et elle m'a dit au début, j'y comprenais rien, enfin, j'avais pas les codes ni rien. Et elle me dit, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte qu'il y avait le même pourcentage de gens gentils, méchants, intelligents, bêtes que dans une toute autre population. Une fois qu'on a les codes, on peut se faire des amitiés formidables et on peut se faire des inimitiés formidables aussi. Et il y a des gens avec qui on ne pourra jamais discuter parce qu'ils sont bêtes comme leurs pieds, quoi, comme dans toute société. Oui, ça c'est effectivement au niveau individuel. Bon, ce que je me dis aussi, c'est que par exemple, on compare souvent parfois avec, ça n'a rien à voir, mais dans le côté fermé, ça a à voir un peu, c'est avec les Amish. Et est-ce qu'il y a une littérature, tu vois, est-ce que il y a des Amish qui sont sortis du mouvement, de leur groupe Amish et qui ont après évolué, mais pas que je sache. Ça, je l'ignore. D'abord, je ne suis pas un grand spécialiste, mais c'est une population qui n'a rien à voir en nombre. Hein. Les Chassidim à New York, c'est 300 ou 400 000 personnes. Dans le monde, c'est plus d'1 million de personnes, donc c'est beaucoup plus considérable. Oui. Et puis, non, je ne sais pas. Bon, il y avait eu ce film il y a une vingtaine d'années qui avait beaucoup popularisé les Amish, mais depuis, je n'ai pas souvenir. On n'entend pas parler, effectivement. Mais effectivement, enfin, moi, en tout cas, concernant la série Unorthodox, que je recommande parce qu'elle est très, très bien faite. Et je trouve, alors en même temps, ça dénonce, mais je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse quand même. C'est-à-dire, on voit. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, et on voit. Ouais, et que oui. C'est une très bonne série. Et en plus, tout ce qui est décor et costume surtout, et même décor, est extrêmement authentique. Parce que souvent, quand on met en scène des chassidim, les paillasses, on voit bien qu'elles sont en plastique. Les intérieurs, ils sont... Tandis que là, les intérieurs sont... Enfin, moi qui suis allé parfois dans des maisons chassidiques, dont l'esthétique est totalement kitsch, quoi. Et effectivement, il
Il y a les fauteuils sont recouverts de plastique, on se demande pourquoi. Enfin bon, Mais parce que ça se faisait comme ça dans les familles bourgeoises en Europe. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et donc, et là, tout ce qui est description des intérieurs ou le mariage, il est totalement crédible. Enfin bon, tout est d'une crédibilité extraordinaire. Oui, oui, c'est ça. En même temps, il y a un côté documentaire. Je suis tout à fait d'accord. Oui, il y a un côté documentaire. Bon, ben, Gilles Rosier, merci beaucoup. Donc, on va Avec grand plaisir, merci à toi. Vraiment, merci beaucoup. Merci aux participants. Merci d'être venus. Et c'était un plaisir de t'écouter et de replonger surtout dans ce livre et cet univers qui est très très bien décrit et vraiment très intéressant. Donc, Une place à table de Joshua Halberstam. Voilà. Et donc, on va merci, à bientôt. Merci beaucoup, Raksa Meillard. Juste un dernier mot. La prochaine réunion Zoom donc, que j'organise sera vendredi à 16h. Ça sera avec Norbert Angel, ancien professeur de philosophie et ancien aussi haut fonctionnaire au ministère de la Culture, et qui prendra un peu de hauteur justement et qui nous parlera du confinement et de la situation actuelle, enfin, avec lequel on discutera. Voilà. Ça promet aussi d'être passionnant. Merci beaucoup Gilles et merci à tous de vous être connectés. Au revoir. Au revoir.